Bonjour. Vous avez encore quelques secondes pour taper un petit SMS, il n'y a pas de problème. Donc je me présente, je m'appelle Olivier de Courcelles. Je suis kinésithérapeute et ingénieur en ergonomie, ou ergonome, on peut dire les deux. Et j'ai demandé à une de mes connaissances de venir, et à qui je vais passer la parole. Alors moi, je suis le docteur Anne Delépine, j'ai une formation de médecin du travail et j'exerce à l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Alors en préambule, je voudrais d'abord rendre un hommage, si ça ne vous ennuie pas. En fait, je suis venu ici à l'invitation d'un grand monsieur de la prévention et de la kinésithérapie qui s'appelle monsieur Jean-Pierre Zana et qui nous a quittés cette année. Et donc je tenais en préambule à lui rendre cet hommage en présence de Anne, parce qu'il le connaissait également très très bien. Donc c'était un grand monsieur qui a enseigné la psychologie en école de kiné à l'EFOM, ça parle à certains ou à certaines. Et malheureusement il nous a quittés cette année, quoi. Donc il laisse un grand trou en tous les cas dans le champ de la prévention. Et il m'a demandé si je voulais bien le remplacer. Alors il est remplaçable bien sûr, mais du coup je vais essayer d'être à peu près à la hauteur en ce qui concerne la prévention et la santé au travail. Peut-être, je ne sais pas trop en fait ce que vous attendez de cette conférence. Donc elle est un peu adaptée à vous, hein. C'est le principe de l'implication de l'utilisateur final en ergonomie. Donc peut-être que si je fais passer un peu le micro parmi vous, ça pourrait être intéressant de savoir vos points de vue sur les choses auxquelles on peut répondre. Et puis après, une fois qu'on aura un petit peu cerné vos attentes, en quelque sorte, peut-être faire un petit retour sur mon parcours et puis un peu d'échange avec des gens dont c'est le métier de s'occuper de la prévention dans les différents métiers. On fait peut-être un petit tour de micro, s'il vous plaît. Bonjour, moi je suis venue un peu par curiosité, parce que aussi ma collègue a récemment fait une formation en e-learning à ce sujet. Et je m'étais dit que c'est un sujet qui pourrait m'intéresser peut-être dans le futur. Je voulais savoir un peu ce qu'il existait déjà dans ce domaine, quelle était la place du kiné actuellement. Et vous, vous êtes installé où? Vous êtes kinésithérapeute également? Oui, je suis kiné en libéral. Dans quelle région? Poitiers, ok. Oui. Voilà. Merci. Bonjour. Moi aussi, c'est par curiosité. Je suis kiné en salariat. Et j'ai rien d'autre à rajouter que ce qu'a dit la collègue de devant. Peut-être où exercez-vous, peut-être? À Lyon. À Lyon, sur Lyon, d'accord. Oui. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis kiné en libéral dans la Loire. Effectivement, il y a des patients, on aimerait bien voir comment ils travaillent, on leur pose des questions et le but c'est de savoir comment les aider, comment voir leur milieu de travail et voilà. Ok, merci. Bonjour, Bonjour. Je suis kiné sur Montpellier en libéral et du coup un peu comme tout le monde a dit, pour avoir l'idée entre kiné, ergonomie, patient au travail, comment réunir tout ça pour avancer dans le même sens. Ok, merci. Bonjour, je suis kiné en salariat à Berck-sur-Mer. Donc oui, voir l'aspect de la prévention pour le patient, mais pour soi-même aussi. Ah, ok, bien. C'est pas mal. Oui, on kiné aussi, mais dans le même établissement. Et en fait, on a comme patient des jeunes scolarisés dans une école qui est juste à côté de chez nous. Et c'est principalement des jeunes paralysés cérébraux. Et c'est pour ces jeunes, l'ergonomie, leur poste de travail en classe par rapport à leur bureau, le port du cartable, et aussi peut-être pour les enseignants et également pour nous-mêmes. Merci. Moi, je rejoins mes deux collègues. Voilà, je ne vais pas mouiller plus.
Non, on est aussi une équipe un peu vieillissante, d'aides-soignants, d'infirmières, de tout ça. Enfin, il y a beaucoup de problèmes de douleurs au travail quand même. Voir un petit peu ce que vous avez à nous apporter à ce niveau-là. Voilà. Merci. Merci. Oui, mais moi je suis kinésithérapeute dans la région de Toulon, mais je suis aussi formatrice en entreprise justement pour la prévention des troubles musculo-squelettiques. Donc, voilà, donc c'était pour cela que je venais à cette conférence. Merci. Parce que c'est pas si évident que ça. Hein. Je pense qu'il faut faire partir d'un réseau pour pouvoir vraiment aller dans les entreprises. Merci. Bonjour, nous on travaille Bonjour. dans un cabinet libéral dans l'Aude et nous aussi c'est plutôt par curiosité parce qu'on ne parle pas du tout de ça au cabinet, mais justement on aimerait peut-être proposer des ateliers pour des patients qui souffrent du coup de mauvaise ergonomie au travail. Voilà. Merci. Ok, merci. Et même si je peux ajouter, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir pour le kiné comme solution réelle, applicable en pratique plutôt qu'en théorique et qui serait du coup efficace, quoi. Parce qu'on parle beaucoup, même pendant les études, tout ça, on nous parle beaucoup de qu'est-ce qu'on peut appliquer en théorie pour aider le kiné, quels sont tous les troubles musculo-squelettiques associés à l'ergonomie chez le kiné qui ne cherchent pas forcément d'adaptation, mais qu'est-ce qu'il y aurait comme vraie adaptation en pratique qu'on puisse appliquer chez un kiné, pas seulement régler la table. Voilà, je pense qu'il y a d'autres possibilités pratiques efficaces, quoi. Merci. Bonjour, Marlène, donc kinésithérapeute en libéral dans la région toulousaine. Moi, c'est la mairie de ma ville qui m'a contactée afin que j'intervienne au sein de la mairie. Alors, comme je leur ai expliqué, j'ai des connaissances, mais pas assez poussées pour intervenir en entreprise. Donc, la question s'est posée, pourquoi pas me former par la suite sur ce thème-là. Ok, merci. D'autres choses à rajouter dans le public? Non, ça va? C'est bon? Donc, en résumé de ce que je viens d'entendre, en gros, il y a 3 champs. Il y aurait un champ autour de la kinésithérapie, de l'ergonomie pour le kinésithérapeute, jeune et moins jeune. De l'intervention du kinésithérapeute dans le champ de l'ergonomie, dans le monde du travail. Et la troisième histoire, un peu, si je puis dire, c'est quels sont les moyens de se former. Il y a des gens qui ne sentent pas dans ce que je viens de dire, non? Ça va pour tout le monde? D'accord. Alors ce que je vous propose peut-être dans un premier temps, c'est peut-être de parler de mon parcours. Je vais vous parler de mon parcours. Après, vos questions, elles sont très pertinentes et très intéressantes. Et du coup, je pense que dans le dialogue qu'on va avoir ensemble, il y a des choses que vous allez retrouver. Puis ensuite, on fera passer le micro. S'il y a des points de détail sur lesquels vous voulez qu'on intervienne, il n'y a pas de problème. Alors moi, j'ai commencé au siècle dernier en tant que chauffeur poids lourd. Et en tant que chauffeur poids lourd, je ne savais pas trop quoi faire. Et j'ai gagné un petit peu de sous et je me suis dit, tiens, c'est pas idiot de faire de la kinésithérapie pour des histoires personnelles de gens qui se sont blessés, que j'ai fréquenté dans des centres de rééducation. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme boulot. Et du coup, je me suis payé mes études de kinésithérapie. Et puis, dans la dernière année d'études de kinésithérapie, il y avait un module qui venait d'arriver qui s'appelait le module d'ergonomie. Et donc, de toute façon, on devait le passer. Donc, je ne vais pas mal le passer. Et j'ai eu la chance de croiser le chemin de plusieurs personnes très intéressantes, qui étaient donc Jean-Pierre Zana, que je viens de saluer, monsieur Péninou aussi, et le docteur Capitagnac. Et le docteur Capitagnac, en fait, organisait un diplôme d'université en ergonomie à la Pitié-Salpêtrière, au laboratoire de recherche sur le travail du professeur Monod. Donc la première étape, ça a été de me former sur les problématiques d'ergonomie dans le champ des troubles, enfin ça ne s'appelait pas comme ça, c'était la mécanique du mouvement, ergonomie et mécanique du mouvement. Et du coup, je me suis formé, j'ai fait 1 an de formation. Ensuite, il y avait 3 autres DU, donc j'ai fait les 3 autres DU d'ergonomie. Donc un autre DU en ergonomie générale, un DU d'ergonomie et de psychologie cognitive et un DU de sociologie des organisations et ergonomie. Et donc j'ai commencé ensuite à draguer, si je puis dire, l'environnement de travail, parce qu'évidemment il y avait
personnes qui suivaient le même cursus que moi. Et ces personnes avaient une formation ingénieur HSE. Enfin, ce n'était pas encore comme ça à l'époque, mais aujourd'hui, on va appeler ça comme ça. Donc, hygiène, sécurité, environnement. Je discutais avec eux, ou ingénieurs de production, et ils avaient des problèmes émergents dans comment je peux mettre en place mon système de production pour que l'opérateur humain, pour faire simple, ne m'embête pas en termes d'arrêt de travail. Et il y avait des choses émergentes, bien entendu, en termes de maladies professionnelles, moins construites que maintenant, bien sûr. Donc j'ai commencé à faire mes premiers pas de conseil en ergonomie, en santé au travail. Et en fait, il me manquait des données. Donc quand j'arrivais en manipulant tous les modèles qu'on m'avait enseignés, je me suis rendu compte que je n'avais pas les attendus par rapport à ce que je souhaitais qu'on obtienne, compte tenu des transformations de situation de travail qu'on avait fait. Et je me suis posé la question, mais comment ça se fait, quoi, en fait. Et en fait, en discutant avec les opérateurs, ça paraît bête ce que je vais vous dire, mais mes opérateurs ont un cerveau. Et donc, du coup, ce que je leur dis, ils ont une représentation particulière de ce que je leur dis. Et la représentation qu'ils ont de ce que je dis n'est peut-être pas ce que je souhaite qu'ils fassent. Du coup, ça me questionne sur, y a-t-il des gens qui s'occupent, on va dire, du traitement de l'information dans le processus ergonomique? Alors oui, il y en a. Et du coup, j'ai passé un DESS de psychologie cognitive et d'ergonomie à Paris 5 avec un professeur qui s'appelait le professeur Sperandio, qui était un des grands patrons, on va dire, de l'ergonomie cognitive dans l'aéronautique. Et j'ai passé mon DESS, donc ça ressemble à un Master 2 maintenant, on va dire. Et ensuite, qu'est-ce que je fais parce que là, je suis entre les deux, quoi. Donc, est-ce que je continue le conseil? Mais là, il y a des gens qui sont beaucoup plus musclés que nous. Et là, je vous associe dans le sujet. Dans l'organisation de travail, il y a des gens, par exemple, du BCG. Je ne sais pas si ça vous parle, non? BCG, ce n'est pas un vaccin dans le monde de l'organisation et du management. C'est Boston Consulting Group. Enfin, bref, il y a plein de cabinets de conseil avec des gens très costauds, en tous les cas, qui se vendent comme ça. Et c'est pas très facile d'accès pour des personnes qui ont été formées dans le champ de la santé et dans lequel, en fait, on va parler business. Parler business, c'est pas quelque chose spontanément qu'on nous enseigne. En tous les cas, moi, j'avais pas eu cette formation de business dans mes 3 années d'études de kinésithérapie. Je les ai pas eues dans les 4 années d'ergonomie. Je l'ai pas eu en DESS de psychologie cognitive et d'ergonomie. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais continuer. Du coup, j'ai passé un DEA au Conservatoire national des arts et métiers en ergonomie et physiologie du travail. Et là, ça commençait à coller de mieux en mieux avec les attendus, c'est-à-dire les attendus que je souhaitais par rapport à la demande du client, donc correspondaient globalement à ce qui arrivait en termes de pronostic. Donc ça, c'était pas mal. Sauf que, évidemment, quand on monte dans le pilotage dans l'entreprise, on monte avec des représentants qui sont des partenaires qu'on ne rencontre pas nécessairement partout. Et donc là, on arrive en comité de pilotage ou en comité de direction ou en comité exécutif. Et donc, quand on rencontre un directeur administratif et financier, un directeur du marketing, un directeur de production, un directeur du risque, très rapidement, autour de la table, la discussion ne se fait plus sur la santé au travail. Très rapidement, la discussion, c'est « how much ?» Donc, en gros, qu'est-ce que j'investis? Combien ça me coûte? Et combien ça rapporte à la structure. Bon. Okay. Donc dans l'équation, la notion de santé au travail, en fait, elle n'est pas, comment je pourrais dire, elle n'est pas distincte. Elle est directement intégrée dans le langage opératif. Ça veut dire qu'à un moment, il faut savoir parler business. Et donc, qu'est-ce qui me forme au business? Pas le DEA du Conservatoire national des arts et métiers, et même pas en thèse. Du coup, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Subdeco Paris. Et maintenant, je commence à mieux parler business. Et du coup, dans le langage opératif qu'ont les personnes au sein d'un comité exécutif, moi, j'intègre directement les notions de combien ça coûterait pour vous si vous ne respectez pas les notions de santé au travail des opérateurs en situation de travail. Voilà un petit peu le parcours. Après, puisqu'on évolue dans le temps, tout ça là, je vous ai fait un résumé en 20 ans,
Eh bien, à un moment donné, s'est posé la question de la qualité dans les organisations. Et du coup, en fait, j'ai poussé jusqu'à un Master 2 de qualité des soins et de sécurité sanitaire. Pourquoi ? Pour que ça soit en lien à la fois avec mes objectifs de kinésithérapie, parce que je suis toujours soignant, hein, une journée par semaine aujourd'hui, je suis toujours soignant. Et de l'autre côté aussi, pour répondre aux obligations qu'ont les entreprises de respecter un cahier des charges en termes de feedback et d'analyse qualité. Voilà. Par rapport à ça, aujourd'hui, sur ce chemin, j'ai commencé à faire donc de l'ergonomie au niveau artisanal. Et puis petit à petit, puisque la demande a évolué dans les entreprises où est arrivé un nouvel intervenant, qui est le service achat. Et donc le service achat, il demande en fait avoir une convergence entre votre activité de conseil, enfin une unité de temps et de lieu et de conseil. Voilà. Donc d'avoir une adresse, d'avoir un numéro de SIRET, et puis d'être la bonne personne, la bonne interlocuteur. D'accord ? Donc ça, c'était important pour se développer dans le sujet. Puis ensuite, donc, j'ai continué mon chemin et j'ai monté une SARL qui existe toujours, qui s'appelle Ergos Concept, si vous pouvez aller voir sur le site internet, Ergos, ERGOS-du-6, Concept, CET. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi des salariés qui m'aident sur les aspects déploiement de la santé au travail, toujours en termes de prévention. Voilà un petit peu le chemin. Et dans ce chemin, j'ai eu la chance de rencontrer, donc, je vous l'ai déjà dit, Jean-Pierre, et de rencontrer Anne. Et donc de rencontrer des personnes qui, j'allais dire, structurellement, je ne sais pas comment le dire, institutionnellement, voilà, on va dire comme ça, s'occupent des notions de santé au travail. Donc l'INRS est un des grands acteurs de la prévention et de la santé au travail. Et donc du coup, je te pose une question que tu attends, qui est comment tu vois le rôle du kinésithérapeute dans le monde de la prévention? Alors en fait, je pense qu'il y a j'aurais envie de dire, il y a deux types de kinés. Il y a le kiné qui est l'immense majorité qui fait du soin, donc que ce soit en libéral ou en salarié à l'hôpital ou dans des structures de soins. Et là, il a malgré tout un rôle en prévention. C'est-à-dire que par définition, les gens que vous voyez sont des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont un problème de santé. Pas forcément un TMS, mais parce qu'ils ont un problème de santé. Et le simple fait déjà de leur poser la question de quelle est leur activité professionnelle. Je ne dis pas quel est leur métier, je dis quelle est leur activité professionnelle. Et qu'ils essayent de vous détailler un peu les gestes ou son activité. C'est déjà une action de prévention parce que ça vous permettra d'essayer d'adapter votre rééducation aux gestes qu'il a à faire. Malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, les kinés de soins ne peuvent pas entrer dans l'entreprise. Donc vous êtes obligé de faire votre rééducation en fonction de ce que vous dit le patient. Alors effectivement, il a sa perception du travail. Les gestes, bon, il va vous montrer ce qu'il fait. Je pense qu'a priori, il montre réellement ce qu'il fait. Mais après, l'idée, c'est aussi de dire qu'il y a un interlocuteur dans l'entreprise qui, lui, peut agir sur le poste de travail parce que lui a le droit d'entrer dans l'entreprise, c'est le médecin du travail. Or, malheureusement, le médecin du travail, il est prévenu très tard des problèmes de santé. Alors, TMS ou autre, Et si déjà dans vos consultations, dans vos activités de rééducation, vous dites à vos patients, est-ce que vous en avez parlé avec votre médecin du travail? Qu'est-ce qu'en pense le service de santé au travail de l'aménagement de votre poste? C'est déjà un premier geste de prévention. Je conçois très bien que ça va vous frustrer de vous dire que vous ne pouvez pas entrer dans l'entreprise et que vous ne pouvez pas voir la réalité du geste et la réalité de l'ambiance du travail. Après, ça, c'est réglementairement, on ne peut pas faire. On peut pas. Donc, voilà. Mais déjà, de discuter vraiment du travail avec le patient et pas se contenter... Alors, je pense que vous vous en contentez moins que d'autres médecins, que les médecins plutôt, mais pas se contenter d'un métier générique. Professeur, ça ne veut rien dire. Ingénieur, ça ne veut rien dire en termes d'activité professionnelle. Un ingénieur de l'aéronautique, un technicien du bâtiment ou un
je ne sais pas moi, un prof d'histoire ou une infirmière. Je prends toujours l'exemple des infirmières. Le métier d'infirmière, vous n'allez pas du tout l'exercer de la même façon si vous êtes infirmière en pédiatrie, au bloc opératoire, en psychiatrie, en consultation ou dans un centre d'essai clinique. Et pourtant, vous aurez bien le même titre. Vous serez bien nommé infirmier. Donc, déjà, d'arriver à faire détailler l'activité de son patient, c'est déjà un premier geste de prévention. Après, si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire que si vous voulez effectivement rentrer dans l'entreprise, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de... Alors peut-être pas de faire tout le parcours qu'a fait Olivier, parce que c'est quand même énorme, mais au moins de se spécialiser ou d'avoir une formation complémentaire en ergonomie pour pouvoir mieux comprendre ce qu'est le travail. Et dans l'ergonomie, il n'y a pas que le travail... comment vais-je dire, il n'y a pas que le travail physique qui est pris en compte, c'est aussi tout l'ensemble des circonstances et des conditions dans lesquelles le travail se fait. Et donc, là aussi, l'aspect psychologique. Et moi, je fais partie de ces médecins qui pensent que l'esprit a une action extrêmement forte sur le corps, et du coup, le corps a aussi une action extrêmement puissante sur l'esprit. Et donc, si on ne prend pas les deux ensemble, corps-esprit, comme disaient les Grecs anciens, et corps-âme-esprit, comme disaient un peu plus récemment, mais c'est fondamental de prendre la personne dans son entièreté. Et je pense que c'est une des missions de l'ergonomie, de prendre la personne dans son entièreté. Et ça, effectivement, ça demande quelque chose de plus que uniquement vos études de kiné. Alors, pour les personnes qui sont à Berck et qui s'occupent d'enfants qui sont encore au niveau scolaire, malheureusement, il n'y a pas de médecin du travail, comme vous savez. Il y a le médecin de santé scolaire, mais il n'a pas tout à fait les mêmes missions que le médecin du travail. Et ça, je pense que c'est un très gros défaut. De toute façon, en France, on a un très gros défaut de ce qui est de la santé préventive. Que ce soit la santé scolaire, que ce soit la médecine du travail, que ce soit la santé publique, on est extrêmement en retard. Voilà, là-dessus, il faut être clair. En revanche, ce que je voulais aussi vous dire, pour vous qui êtes kiné libéral, depuis la réforme de la santé au travail de 2021, vous avez la possibilité de demander une adhésion en tant que travailleur libéral à un service de prévention et de santé au travail pour votre propre suivi. Bon, les kinés salariés sont forcément suivis comme n'importe quel salarié de l'établissement dans lequel ils travaillent, mais pour les kinés libéraux, vous avez la possibilité de demander une adhésion à un service de prévention et de santé au travail pour vous aider dans le suivi de votre propre activité. Et à ce moment-là, il y a la possibilité, alors je ne vous dis pas que c'est facile et que je ne vous dis pas que vous allez trouver ça tout de suite à la seconde, mais comme une des activités, une des missions des services de santé au travail, c'est d'aller voir le poste de travail, ils ont la possibilité de venir voir votre poste de travail. Et j'imagine que vous n'allez pas avoir la même chose si vous faites de la kiné de rééducation gynéco, si vous faites de la rééducation d'enfants ou si vous faites de la rééducation de tétraplégiques. C'est évidemment... Enfin, je ne suis pas kiné, mais j'imagine que ce n'est pas du tout les mêmes mouvements, les mêmes matériels et le même aménagement du cabinet. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que même si vous n'entrez pas dans les entreprises, vous avez la possibilité de faire de la prévention. En indiquant aux salariés, enfin en indiquant aux patients, pardon, qu'il y a un interlocuteur dans l'entreprise, c'est le médecin. Et le médecin du travail, il n'a pas pour vocation d'empêcher les personnes de travailler. Le plus souvent, quand on nous adresse des gens qui sont en fin de parcours thérapeutique avec des limitations extrêmement importantes, malheureusement, effectivement, on n'a souvent plus beaucoup d'autres possibilités que de le déclarer inapte, alors que si on arrive à le voir en début de parcours, au début de la symptomatologie, si je puis dire, on peut essayer d'améliorer le poste de travail. Il y a encore des possibilités d'aménagement au sein de l'entreprise. Il y a surtout une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le tissu industriel français, il est majoritairement
des petites et très petites entreprises, c'est-à-dire des entreprises de moins de 10 salariés, puisque la moyenne nationale, tout secteur de travail confondu, c'est 8,9 salariés par entreprise. Donc l'immense majorité de vos patients, ils sont dans des petites ou des moyennes entreprises qui ont moins de 50 salariés. Et là, il n'y a pas d'autre interlocuteur que le médecin du travail. Voilà. Évidemment, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais c'est le système tel qu'il est actuellement. Alors, je vais prêcher un peu pour la mienne, enfin pour la nôtre. Alors, je suis pas complètement. Alors, je partage bien entendu ce qui vient d'être dit. Je vais rajouter juste un petit bémol, c'est que oui, on a des capacités de rentrer dans les entreprises, mais il faut passer par la médiation de l'ergonomie. Et en ergonomie, il y a quelque chose qui est vraiment super important, un moment crucial, qui est un moment clé, qui est l'analyse de la demande. Si ça vous intéresse, vous avez un bouquin qui est intéressant, c'est Comprendre le travail pour le transformer. C'est un petit bouquin aux collections de l'ANACT, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, et qui va vous expliquer des histoires. Et dans les histoires, vous allez probablement retrouver une partie des choses que vous rencontrez. Une fois qu'on a fait l'analyse de la demande, pour faire faux, mais c'est pas grave, hein, c'est indicatif, il y a 4 façons d'entrer dans une entreprise. Soit on fait de la correction de situation de travail, et là on s'appuie avec les partenaires internes hein, qui viennent d'être décrits. Donc oui, il y a le médecin de travail, oui, il y a l'infirmière de santé au travail. Oui, aujourd'hui il y a d'autres partenaires hein, comme les ressources humaines et les ingénieurs HSE, par exemple. Les partenaires sociaux aussi sont des gens intéressants. On fait de l'ergonomie de conception. Donc là, on va concevoir l'environnement de travail de demain. Et croyez-moi, on a des choses à dire. Hein, nous, les kinésithérapeutes spécialistes de l'appareil locomoteur, il y a des choses à dire en conception de situation de travail. Parce qu'une des plus grosses maladies professionnelles aujourd'hui, eh bien, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Donc ça, c'est... Voilà. Alors, bien entendu, il y a des cohortes de risques psychosociaux, évidemment, mais n'empêche qu'aujourd'hui, bien entendu, les tableaux de maladies professionnelles, ça aide à voir des choses. Donc ça, je vous invite aussi à avoir le langage opératif hein, des partenaires de santé au travail. Les partenaires de santé au travail, bien entendu, qui savent ce que c'est qu'une tendinite, mais ils vont d'abord classer des choses. Donc il faut adhérer, enfin comprendre hein, le langage opératif. Donc ça, c'est les 2 premiers, hein, correction-conception. Troisième élément dans lequel on peut intervenir, c'est tout ce qui est marketing. Et alors, dans quel sens quand on met un outil en vente, est-ce que l'outil il va être source de TMS? Ça serait ballot quand même de mettre un truc en vente et donc d'être pénalement responsable sur ce que je mets en vente et de s'apercevoir que ce truc-là, il est source de TMS. Ça serait ballot. Donc, il y a des gens dans le marketing qui s'occupent de ça. Okay, et 4e, donc c'est aussi ce qu'on appelle les UX designers. C'est aussi un environnement de l'ergonomie. Et enfin, le 4e aspect, où on est vraiment opérationnel, même carrément opérationnel sur le sujet, c'est le réaccueil ou l'accueil de personnes handicapées au poste de travail. Donc, évidemment, aujourd'hui, les entreprises elles ont une obligation d'accueillir des personnels handicapés hein, dans leur environnement d'accueil professionnel. Et puis malheureusement, il y a des gens qui sont blessés en situation d'activité, qui ont des accidents du travail ou qui ont des maladies professionnelles. Donc là, je vois par exemple des choses autour du réseau, du cancer du sein. Il y a des gens après, quand ils ont été lourdement pris en charge par le secteur de santé par rapport au cancer, derrière, ils reviennent en activité. Parfois, il faut adapter le poste. C'est même... carrément bien d'adapter le poste pour ces personnes-là. Eh bien, le kinésithérapeute fait aussi partie des gens qui ont des conseils à donner, pour faire en sorte que le poste soit adapté. Alors évidemment, c'est pas en claquant les doigts que ça vient. Il faut d'abord, se former. Ça, c'est vraiment une clé très importante. Une fois qu'on s'est formé, faut connaître, et je l'ai entendu tout à l'heure, le réseau. Et dans le réseau, vous avez l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, les agences régionales de l'amélioration des conditions de travail, les CARSAT, en région parisienne, la CRAMIF. Okay, et puis, vous avez plein d'associations aussi autour du handicap hein, qui sont intéressantes à contacter hein, si c'est quelque chose dans lequel vous voulez vous investir. Et puis, il y a les AGFIP aussi, qui sont un organisme collecteur et qui aussi viennent adapter les postes de travail pour des personnes handicapées. Donc, c'est pas inintéressant de se faire connaître de ces gens-là. Voilà, donc
on va dire, pour faire simple, les 4 grosses familles pour lesquelles on peut intervenir en tant que kiné-ergonome ou ergo-kiné, comme vous voulez. En tous les cas, nous, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Ensuite, ce qui est intéressant pour vous faire connaître, c'est votre démarche marketing. Et nous, dans notre démarche marketing, c'est un peu celle qu'on a au cabinet. Alors, c'est long, mais c'est efficace, hein, c'est le bouche à oreille. Et donc, voilà, une étape après l'autre. Voilà, on se fait connaître par rapport à la qualité du travail qu'on fournit. Et donc, par rapport à la qualité du travail qu'on fournit, fatalement, les gens, ils ne sont pas muets, ils parlent entre eux. Il y a des clubs, il y a des réseaux. Okay, ils discutent entre eux et du coup, en général, à ce moment-là, il y a votre carte comme par hasard qui sort sur une problématique reconnue. Donc ça, c'est un chemin qui est intéressant. Puis après, il y a la communication. Alors, c'est ce que je fais un petit peu là, mais là, c'est plus en sujet pour, j'allais dire, rendre hommage à mon ami Jean-Pierre Zana, mais la communication fait partie complètement du processus de vous faire connaître, et notamment la rédaction d'articles. Et dans la rédaction d'articles, il y a un truc qui est intéressant, c'est aussi tout ce qui est analyse statistique. Et vous pouvez faire des choses dans votre cabinet. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à la Garenne-Colombe, donc en région parisienne. Et en face, il y avait les usines Hispano-Susa. Et c'est comme ça que je suis rentré dans... Enfin, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, d'ailleurs, à l'époque. Donc, dans tout ce qui est analyse statistique. Hein. Et donc, et pour voir un petit peu comment ça se fait que sur ce poste-là, on avait toujours des tendinites en termes d'épicondylite à droite. Tiens, c'est bizarre quand même. Et toutes les dames que je soignais, là, avec mes petits moyens de kiné, n'empêche que je les revoyais tout le temps parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, quoi. Donc, si on ne va pas à la cause, il faut comprendre la cause, et du coup, les gens reviennent. Alors, c'est peut-être une façon de fidéliser les patients, de toujours les prendre en chasse sur une épicondylite, mais ce n'est pas idiot non plus, peut-être, d'aller voir à la source, comment dirais-je, qui génère un petit peu ce principe d'agression. Ensuite, sur le principe... comment dirais-je, de mon implication. Moi, je suis une journée au cabinet en soins et les 5, 6, 7 jours qui restent, 8, 9, 10, il y a combien de jours dans une semaine, je ne sais plus. Je fais de l'ergonomie, donc je fais du conseil en entreprise, je rédige des rapports, je fais des devis, je fais des factures. Et du coup, je ne suis plus en exercice AMM, je ne sais pas combien, ça n'existe pas les AMM là, dans le monde de l'ergo. Voilà, on est vraiment en libéral, ça veut dire que vous êtes confronté au marché pour de vrai. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions à poser? Parce que je crois que le temps, il va bientôt s'arrêter dans 5-10 minutes. Donc peut-être que... Ah oui, alors il y avait une question aussi sur de l'ergonomie du kinésithérapeute. Alors ça, c'est une vaste question en fait, hein, puisque, alors premièrement, juste pour répondre un petit peu en travers, quand on regarde, comment dirais-je, sur le Conseil national de l'ordre, quand vous regardez sur le Conseil national de l'ordre et vous regardez les gens qui ont inscrit qui étaient dans le champ de la prévention. Alors donc il y a prévention et ergonomie, donc les champs de la prévention et santé. Je crois qu'en France, on doit être une 50aine à la louche, et dans le monde de l'ergonomie en tant que tel, on n'est plus qu'une 15aine. Donc c'est intéressant déjà, vous voyez le champ qui s'ouvre devant vous par rapport au nombre de kinés en exercice libéral, puisque là j'ai vu que le monde libéral. Ok, j'ai pas vu le monde salarial. Donc pour de l'ergonomie du kinésithérapeute, ça c'est une vraie problématique qui commence à être investie justement par le Conseil de l'ordre. Et je ne sais pas si vous avez lu la dernière étude. Vous avez lu la dernière étude du Conseil de l'ordre sur la population de kinésithérapie? Moi non plus, figurez-vous. Donc je comptais un peu sur vous, mais non. Bref. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes en termes d'agression au cabinet. Donc en termes de on va dire, risques psychosociaux, on va dire ça comme ça, puisque ça rentre dans ce champ-là. Mais du lumbago chez le kinésithérapeute ou de la capsulite rétractile d'épaule sur le kinésithérapeute ou de la prothèse totale de hanche sur le kinésithérapeute ou de la coxarthrose, pardon, il n'y a rien en fait. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à construire. Ensuite, c'est évident qu'à partir du moment où je suis dans un cabinet, j'exagère le trait, hein, où j'ai 10 cabines et que je fais bosser 10 patients, et voire même qui prennent eux-mêmes l'ultrason pour se soigner, ce n'est pas la même chose que si j'accueille un patient pendant 30 minutes en thérapie manuelle et je transpire fort avec lui. Donc, vous voyez, il y a des choses à voir peut-être sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que nous, en soins thérapeutiques francophones, nous sommes masseurs, kinésithérapeutes diplômés d'État. En Europe, on est physiothérapeute. Ce n'est pas exactement la même chose si on se balade un peu ailleurs en Europe. Donc on peut poser des électrodes, on peut
faire de l'ultrasonothérapie, on peut faire un tas de choses en physiothérapie. Mais il y a un moment aussi où le soin manuel, il engage des choses au niveau manuel et au niveau physique. Alors, si on est en pédiatrie, et encore très jeune, c'est pas la même chose que si on est avec des ados, par exemple, en IMOC ou bref. Voilà, là, ça peut être fatigant. Mais il n'y a pas de publication vraiment, à moins que tu en aies, toi, sur les impacts. Alors, en plus, en exercice libéral, pour avoir les stats là-dessus. Mais je pense que c'est une question vraiment à poser à notre Conseil de l'Ordre. Mais il y a des questionnaires qui sortent en ce moment. Je vous invite à y répondre, parce que ça va nourrir cette question-là. Et d'ailleurs, les podologues font cette étude en ce moment. Mais je n'ai pas vu sur les kinés. Donc. Voilà. Est-ce que j'ai répondu aux 3 catégories? On peut faire peut-être passer le micro s'il y a 2-3 questions dans le public. Y a-t-il des questions dans le public? Bon, en tous les cas, si vous voulez, vous pouvez aller sur notre site internet, ergos-conseil.com, mais aussi l'INRS. Il y a des choses super intéressantes. En termes de formation aussi à venir, parce qu'ils offrent beaucoup de formations. Enfin, ils offrent l'inscription, le droit de s'inscrire, quoi. C'est pas offert non plus. Et donc, vous voyez un petit peu le champ d'action que l'on a, et puis aussi les publications que l'on a, c'est sur notre site internet, il n'y a aucun problème. Mais soyez certains, vous avez une action de prévention, même si vous n'entrez pas dans l'entreprise. C'est le dialogue avec votre patient. Et vous avez tout à fait le droit, avec l'accord du patient, d'écrire au médecin du travail, en disant, alors avec l'accord du patient, bien sûr, en disant, en évoquant les gestes qui vous paraissent, on va dire, source d'anomalie ou source de douleur ou d'affection. Vous avez tout à fait le droit de le faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. À la Garenne-Colombe à l'époque. Je donne des cours aussi à Berck-Plage, aux ergothérapeutes notamment. Donc si vous voulez passer une tête, vous êtes les bienvenus, mesdames. Écoutez, on vous souhaite bon salon, bonne continuation, et s'il y a des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci.